Le capitaine du front sud, le soir de l'entrée à Gaza, j'étais dans la chambre opérationnelle quand il a parlé à tous les soldats qui rentraient et on les a vus sur les écrans dans leur tank rentrer dans Gaza. Et il leur a dit, vous êtes la génération de la victoire. Faire l'Alia, c'est pas un déménagement. C'est pas déménager en Israël. C'est se dire, maintenant, on est israélien. Et l'armée, c'est pour moi le vrai déclic. Eden Tal, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de t'accueillir parce que pour une fois, tu vas nous parler un peu de toi et de ton Alia. On t'a vu sur tous les écrans de télévision ces derniers temps parce que tu avais un rôle très important au sein de Tsahal. Tu peux nous expliquer ce que tu as fait depuis le 7 octobre? Alors, le 7 octobre, je suis partie, j'étais chez mes parents pour la fête. Et vers 1h d'après-midi, on m'a appelée et je suis passée chez moi, j'ai pris mes habits de l'armée, mes uniformes, que j'aime tant. Et je suis partie à Beersheva. C'est le point de direction de tout le front sud de l'armée. Et je suis dans le porte-parole de l'armée, dans Dover Tzahal. J'étais là-bas pendant 6 ans, officier. Et donc le 7 octobre, je suis arrivée là-bas. La porte-parole du front sud, qui est en rôle en général, devait commencer son rôle le 8 octobre. Donc elle était nouvelle elle aussi. Et du coup, je suis rentrée en tant que porte-parole du front sud. En Milouim. En Milouim, surtout que c'est une guerre à des dimensions que l'armée n'a pas connues ces dernières années, peut-être jamais. Et donc je suis rentrée le 7 octobre directement dans le rôle de porte-parole du Front Sud, en Milouim, en réserve. Et je suis restée là-bas 80 jours, jusqu'à il y a une semaine. Ça comprend énormément de choses, énormément de rencontres avec des journalistes israéliens et du monde entier, de préparation de toutes les informations qu'il va falloir communiquer. On a eu à peu près 2 semaines pour préparer l'entrée à Gaza. C'est énormément de forces qu'il faut représenter, en fait, qu'il faut savoir à chaque moment où elles sont, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir expliquer au monde, mais aussi surtout pour pouvoir expliquer aux Israéliens ce qui se passe. Les premières semaines, c'était tous les jours dans les chouvim, dans les villages. Des choses que je pensais jamais voir, sentir, ressentir. Tu parles de quoi, des massacres? Je parle des massacres, je parle des maisons brûlées, je parle de tous ces villages qui ont arrêté de vivre ce 7 octobre et où il faut aller, et non seulement aller, mais expliquer, montrer au monde, montrer aux journalistes, montrer à la presse. Et c'est une vérité vraie. Donc c'était une grosse partie aussi du rôle. Comment on sort de ça? Je pense que pour l'instant, je suis pas encore sortie. Et le pays non plus n'est pas encore sorti. On a une espèce d'impression de fin de guerre, mais c'est pas vrai. Il y a encore 129 otages, donc j'ai pas encore commencé à sortir de ça. Pour l'instant, je reste focalisée sur ce qu'il faut faire et sur ce qui s'est passé. Mais je pense que voir et représenter les soldats, les combattants qui rentrent dans Gaza pour pouvoir combattre et faire en sorte que ça n'arrive plus, c'est une semi-consolation, même si elle est difficile. Depuis cette période-là très dure, où tu as travaillé énormément, où tu as beaucoup parlé, beaucoup communiqué, tu as eu un nouveau rôle au sein de l'armée. En fait, l'armée essaye de se réorganiser pour pouvoir continuer à être en guerre, puisqu'elle est en guerre, et d'un autre côté, pouvoir essayer que la vie normale reprenne d'une certaine façon pour ceux qui le peuvent. Donc je suis étudiante et les cours ont repris hier. J'étudie un programme qui s'appelle PPE, c'est philosophie, sciences politiques et économie. Et donc je devais reprendre les cours et l'armée m'a demandé de rester encore quelques mois. Et j'ai commencé donc un nouveau rôle un petit peu moins prenant. Ils ont aménagé un programme pour toi, en fait. Oui, ils ont aménagé un programme pour pouvoir alterner, en fait, pour pouvoir être capable de être 4 jours par semaine en uniforme et les 2 autres jours en habit d'étudiante. Donc, je suis à Tel Aviv, dans le centre opérationnel du porte-parole de l'armée. Et je suis responsable, en fait, ça s'appelle Tichnun Tikshoret, c'est la programmation de la communication. C'est en fait programmer tous les jours tous les messages que l'armée va sortir aujourd'hui et le lendemain. Choisir, trouver toutes les histoires, toutes les réussites, malheureusement aussi les soldats qui nous quittent, et vraiment écrire les messages et les envoyer à travers Israël et à travers le monde.
Donc c'est un travail très différent. Je continue en parallèle aussi à parler en français et à faire les entretiens en français parce que il y a pas beaucoup de Français qui le font et c'est important pour moi. Mais c'est un rôle qui est plus être assis et écrire en fait l'histoire. Alors, tu connais bien l'armée évidemment, tu y as passé plusieurs années. Est-ce que tu sens une évolution, un changement par rapport au moment où tu es rentrée et une espèce de prise de conscience qu'il faut parler autrement, différemment pour gagner la guerre de la communication? Je pense que l'armée elle-même a pris conscience de l'importance de la communication, des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un porte-parole dans chaque unité de l'armée qui est responsable de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe et de faire cette passerelle entre l'armée et entre la population. On en parle beaucoup quand on parle du monde et de la désinformation et de cette image qu'on a d'Israël au monde, mais s'il y a une chose que moi surtout j'ai compris et l'armée aussi, c'est que pas moins important que le monde, ce sont les Israéliens qui sont assis dans leur maison et qui ont vécu cette horreur du 7 octobre. Beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux ont un frère, un père, un enfant sur le front. Et je pense que leur expliquer à eux et leur montrer à eux, c'est une mission qui pour moi est de la plus haute importance. Que cette guerre n'est pas inutile, que malgré ce qui s'est passé, malgré que Tsahal a beaucoup de questions à se poser, Tsahal est là. Et prêt à combattre et prêt à sacrifier. Et les combattants sont prêts à sacrifier. Et de montrer ces jeunes-là, c'est ma génération, c'est notre génération. Le capitaine du front sud, le soir de l'entrée à Gaza, j'étais dans la chambre opérationnelle quand il a parlé à tous les soldats qui rentraient. Et on les a vus sur les écrans dans leur tank rentrer dans Gaza. למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. לא משנה כמה תהיה ארוכה הלחימה, כמה קשה, אין תוצאה אחרת מלבד ניצחון. התושבים של בארי, שדרות, ניר עוז, כפר עזה ויישובי מערב הנגב ואיתם כל עם ישראל, כולם מביטים בנו כעת. אתם דור הניצחון. Et il leur a dit, vous êtes la génération de la victoire. Et c'est pour moi une mission que de faire passer ce message et cet espoir, malgré que tous les cœurs israéliens et juifs du monde sont brisés et se brisent tous les jours un peu plus, mais de garder ce fond entier et cet espoir qu'on est la génération de la victoire et ce peuple n'a pas peur des très 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 longs chemins. Alors quand on le voit comme ça, on imagine difficilement que tu as été une petite fille transportée de ta Guadeloupe natale. Oui, j'ai grandi en Guadeloupe, dans une communauté très 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 forte, très unie, très joyeuse, sur les plages, les dimanches, l'eau turquoise, le sable. J'étais dans une école qu'on nous a créée spécialement pour nous, une toute petite école juive, un petit cocon, on était 5 élèves. J'ai fait mon CP dans une école laïque en Guadeloupe et plusieurs parents de la communauté ont décidé d'ouvrir une école juive, donc on était 5 la première année, 10 la deuxième année. Aujourd'hui, ils sont une bonne centaine, je pense. Et donc, Israël pour moi, c'était les vacances, c'était tout. C'était l'été, c'était la plage, mais c'était pas beaucoup plus. Et un jour, on m'a dit, on part. J'ai dit ok. J'ai pas compris. Je pense qu'au début, j'ai pas très bien fait la différence entre. On a fait l'Alia pendant l'été, donc entre les vacances et la vraie vie. À un moment donné, tu te dis quand est-ce qu'on rentre, pourquoi on est là. On m'a toujours expliqué depuis que je suis née que la maison des Juifs, c'est en Israël. Et qu'à la fin, on sera en Israël, mais de vraiment commencer à le vivre dans une langue que je connaissais pas, avec une mentalité que je connaissais pas du tout. C'était un choc pour toi, c'était difficile ces premières années? Très difficile. Jamais tu n'aurais imaginé aujourd'hui défendre Israël, porter l'uniforme, c'était très loin de toi tout ça? Je m'occupais plus de est-ce que j'ai des copines ou pas de copines, en l'occurrence pas de copines. J'étais pas en colère contre Israël ni contre mes parents, mais je pense que je comprenais pas très bien on va rester là, comment ça se passe, j'en étais pas là du tout. Qu'est-ce qui était dur? Qu'est-ce que tu n'as pas compris ici? L'intégration en Israël est très dure. Quand t'as 9-10 ans et que tu viens d'un endroit encore une fois très protégé,
très connu, tout le monde est pareil, tout le monde parle pareil. Les codes sociaux israéliens, de religion notamment, ont fait que j'étais dans 3 écoles en 2 ans. On m'a pas mis dans une école adaptée au mode de vie que je connaissais chez moi. C'était ou trop religieux ou pas assez religieux. Alors au début, j'étais dans une école très religieuse, Haredi, presque Haredi, très très religieuse. Je comprenais pas l'hébreu à ce moment-là, mais l'hébreu c'était pas la principale difficulté. C'était plus de comprendre les blagues, les codes, les choses qu'on fait pas, etc. Donc je suis restée là-bas quelques mois. C'était pas ça. Et puis mes parents ont dit bon, on est en Israël, tout le monde est juif, donc on va la mettre à l'école à côté de la maison, qui était une école pas du tout religieuse. Et là aussi, les anniversaires de Shabbat, les tours à vélo à Kippour, des choses que je me suis dit mais on est en Israël, Ça marche pas compris non plus. Et finalement, j'ai encore changé d'école en CM2 6e. Donc j'étais dans une école Dati Léomi, qui était apparemment appropriée à ce que je connaissais à la maison. C'est là que j'ai commencé mon alia, en fait, ma montée. Ça a pris combien de temps? 2 ans et demi. Et là, tu as commencé ton alia, vraiment? Là, j'ai commencé à me dire, OK, je suis là, à commencer à comprendre qu'est-ce qu'était le Bnei Akiva, pourquoi en 6e on est encore en primaire en Israël, quel est le chemin, commencer à aimer, en fait, vivre ici, tout simplement. Tu vivais dans quelle ville? Alors, on a vécu à Netanya pendant 1 an et demi, Ramat Poleg, Netanya. Et après, on a déménagé à Zichron Yaakov, que je connaissais pas du tout non plus. C'était pour moi au bout du monde. Mais bon, j'ai suivi encore, pas trop le choix. Et Zichron Yaakov, ça a été Israël dont on parlait. C'était ça, Israël. Le mode de vie, les gens, la nouvelle école. Après, je suis passée au collège. J'étais dans un collège religieux pour filles, mais très ouvert d'esprit, très enrichissant. Je parlais hébreu déjà couramment. Je suis rentrée au Bnei Akiva. J'ai commencé à être madricha au Bnei Akiva. Et là, je suis devenue israélienne. Pendant très longtemps, j'ai même essayé le plus possible de cacher, pas de cacher, mais de laisser la France de côté, d'être vraiment israélienne, de parler hébreu, de pas vouloir qu'on voie les différences. On les voyait bien sûr. Et c'est il y a quelques années, en commençant justement à comprendre qu'il y avait du travail en France, que j'ai repris cette identité aussi de française, israélienne. Tu as fait la paix avec tes identités. Voilà, israélienne, oui, mais française aussi, et les deux. Plus israélienne quand même. Ton témoignage est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent peut-être tes difficultés. Il y a des parents qui s'interrogent souvent. Quand on voit le résultat, on a envie d'applaudir, franchement. Comment tu as fait pour pour intégrer à ce niveau de compétence Tsahal, pour te sentir tellement proche d'Israël, pour qu'Israël soit vraiment tellement cher à ton cœur? Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un déclic? Déjà, mes parents. C'est plus que de nous avoir amenés. J'ai 4 frères. 2 d'entre eux sont à l'armée et le 3e est en terminale, donc ils se préparent aussi à rentrer à l'armée. Et mes parents qui nous ont pas seulement amenés ici, mais qui ont d'abord tenu à nous rappeler tout le temps pourquoi. Et ce sionisme on a grandi sur le sionisme, sur l'amour d'Israël, mais aussi cette force de savoir en tant que parent s'intégrer, parce qu'Israël c'est vraiment très différent. D'abord ils ont changé de métier, mais je veux dire aussi de s'intégrer au niveau de l'éducation des enfants, de comprendre qu'en Israël le vendredi soir, les filles de 12 ans, elles vont au Bnei Akiva, et c'est ce qui se fait. Et c'est beaucoup plus ouvert, les enfants sont beaucoup plus libres, on va, on vient, j'étais l'aînée. Mes parents ont eu beaucoup de mal, mais ils l'ont fait avec courage, avec écoute, de comprendre que si on était là, on était là. Et qu'il fallait s'adapter, et qu'il fallait changer de mentalité. Il y a bien sûr des choses qu'on a gardées et qu'ils ont gardées et qui font partie de cette identité différente, mais de comprendre que c'était différent et de m'ouvrir la voie et de me laisser en fait marcher toute seule. Et aujourd'hui, je vois comment ils sont avec mes frères et je me dis... Là, c'est des parents israéliens qui parlent. Et ça a été très, très dur. Donc, c'est d'abord eux. Et de pouvoir faire l'alia, c'est pas un déménagement. C'est pas déménager en Israël. C'est se dire, maintenant, on est israélien. Et l'armée, c'est pour moi
le vrai déclic. J'ai fait une mechina avant l'armée, je me sentais déjà vraiment israélienne, je parlais hébreu couramment, j'ai fait une mechina israélienne, il n'y avait pas de question pour moi de faire l'armée ou de pas faire l'armée, mais en commençant l'armée et en commençant les rôles et en faisant ce choix, en fait, faire l'armée, c'est le premier choix qu'on fait vraiment. Quand on est israélien, quel rôle faire à l'armée? Le fait de faire l'armée en tant que fille religieuse, c'est le premier choix qu'on fait quand on a 18 ans. Et c'était mon premier choix israélien. Parce que jusqu'à maintenant, faire l'Alia, c'était mes parents, déménager à Zichron, c'était mes parents, les écoles, c'était mes parents. Et de dire, je vais faire l'armée, je vais faire ce rôle dans l'armée, et plus tard, je vais être officier à l'armée, je vais signer, je vais rester 5 ans à l'armée. C'était mes choix israéliens. Et là, et quand tu fais un choix israélien, bah, t'es vraiment, vraiment israélienne. Alors, tu parlais de déclic tout à l'heure. Tu as dit que l'armée, pour toi, c'était un déclic. Mais j'imagine qu'il y a eu un moment particulier où vraiment tu as senti qu'il y avait un basculement, quelque chose de particulier. Après 3-4 mois à l'armée, un peu plus, j'ai reçu un rôle que je voulais vraiment, et c'est d'être la porte-parole de l'armée à Hebron, porte-parole de la division Yehuda, donc dans Hebron. On avait été pendant la formation à Hebron et j'avais vu cette ville, j'avais vu cet endroit, j'avais vu cette complexité et je voulais être là-bas. J'avais l'impression que c'était l'essence israélienne, juive et que j'imaginais être là-bas. Je pensais pas que j'allais recevoir ce rôle, mais je voulais vraiment, vraiment y être. Et en arrivant là-bas et en connaissant les gens et les gens qui sont à l'armée, les combattants, les commandants, quand t'es porte-parole à l'armée, très très jeune, tu deviens porte-parole de commandants haut placés. Et donc tu les vois en tant que jeune fille de 19 ans, tu vois ces officiers, ces commandants qui ont 2-3 falafels en œuvre. Et tu vois surtout combien c'est compliqué. Combien ce pays, on se bat pour lui. Et c'était bien avant le 7 octobre, aujourd'hui c'est encore plus... ces mots ont encore plus de valeur, mais quel combat c'est tous les jours, et c'est un combat de l'armée, c'est un combat aussi civil, parce que ces personnes qui habitent à Hebron, dont j'ai vite fait la connaissance, et je passais tous les Shabbats là-bas, et de découvrir un autre monde, un autre des valeurs qui font que ces personnes vivent dans des endroits où au centre du conflit, j'aime pas ce mot, mais des conflits qu'on vit ici. D'abord, ça m'a énormément agrandi l'amour que j'avais pour Israël et pour cette histoire et pour ce peuple et pour cette Hebron, c'est toutes les générations dans très 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 petits endroits, et tu marches et tu marches sur des... C'est un peu un cliché, mais tu marches là où Abraham marchait lui aussi, et tu te dis on continue, l'histoire continue, et c'est là que en fait c'est à Hebron que j'ai décidé de faire des choses pour ce pays, pour ce peuple. Mes avis aussi ont beaucoup changé et se sont énormément raffinés, et chaque chose est beaucoup plus compliquée que ce qu'on imagine. Et c'est cette complexité qui m'a fait comprendre le besoin qu'a ce pays, qu'on fasse encore et encore pour le mériter et pour y être et pour y rester. C'était très dur d'être à Hebron, encore une fois très jeune, de voir des attentats, d'aller avec ce commandant dont je parlais, voir des familles qui ont perdu leurs enfants lors des attentats ou à l'armée, de l'accompagner là-bas, d'expliquer à la presse d'un côté politique ou de l'autre. De toute façon, c'est compliqué. Et c'est en approfondissant la complexité que j'ai justement encore plus aimé ce pays. Parce que quand c'est Israël et c'est beau et c'est l'été et c'est notre pays, on parle hébreu, c'est sympa, c'est super, c'est bien. Mais quand on comprend le fond et combien c'est compliqué, et combien c'est dur et combien de sacrifices il faut faire et combien on le mérite ce pays et combien l'histoire est finalement créée de génération en génération en génération qui chacun à son tour donne. C'est là-bas à Hebron que ce puzzle s'est construit en moi, et c'est là-bas que j'ai décidé d'aller être officier et de signer encore à l'armée. Et d'étudier des matières qui feront peut-être de toi quelqu'un qui aura des responsabilités politiques plus tard. J'aimerais faire du bien au pays d'Israël, au peuple d'Israël. Je sais pas encore, je me pose beaucoup de questions ces jours-ci surtout.
après le 7 octobre, où est ma place dans les différentes possibilités, dans les différents postes. Si c'est dans la politique, si c'est dans l'armée, si c'est dans la société civile, si c'est dans les organisations comme Diploact. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut faire du bien, mais mon rêve, c'est de pouvoir donner ma vie et faire du bien à ce pays. Alors justement, tu as parlé de Diploact. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire parce que tu es très jeune, mais tu as fait énormément de choses et énormément de bien à Israël. Tu as décidé pendant tes études de participer à cette organisation qui communique et qui est très très au point, en tout cas sur les réseaux sociaux, pour parler de ce qui se passe ici. Pour dire la vérité, c'est quelque chose qui t'obsède, ça aussi, la vérité. Oui, la vérité, c'est quelque chose qui m'obsède, c'est vrai. Surtout quand on est tellement déformé. Quitter l'armée, c'était une décision très compliquée. Alors, je sais que je parle en uniforme, je suis en réserve, donc j'ai fini l'armée il y a 2 ans et demi. Et c'était très très dur pour moi de prendre cette décision. Je n'étais pas sûre que c'était la bonne décision et je voulais vraiment continuer, comme je disais, à donner au pays. Et en commençant mes études, j'ai connu Diploact, qui était une organisation qui représente Israël dans le monde et surtout dans les facs et dans les campus aux États-Unis. Et c'est pendant la formation de Diploact que la française en moi est ressortie. Et j'ai dit, mais c'est pas possible qu'on fasse pas ça en France. Toute ma famille est encore en France. Je lis en français, je vois les informations en français, je sais combien l'antisémitisme est présent et je sais combien la vérité est déformée et je la connais, cette vérité. Elle est très compliquée, encore une fois, elle est pas si simple. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut faire ça en France. Et il y avait encore 2-3 autres Français qui étaient aussi à Diploact dans les différents groupes, dans les différentes universités en Israël. Et on s'est rencontrés et on se connaissait pas, mais on savait qu'on avait les mêmes rêves et les mêmes convictions. Et doucement, on a créé cette chose qui aujourd'hui vit de soi-même. C'est quelque chose, c'est une grande fierté pour nous. Que les gens savent ce qu'est Diploact et qu'aujourd'hui, pendant ces durs jours, ces jours compliqués de guerre, les gens savent aller sur la page Diploact France et s'informer un peu de ce qui se passe pour pouvoir eux-mêmes raconter. ما في المساعدات كلها نازله تحت المساعدات ما بيجوا للامه ولا بيجي للشعب كله. Donc on a créé Diploact France, on a fait 3 délégations dans les universités en France pour aller rencontrer les étudiants non juifs dans les facs et leur expliquer, leur raconter, mais aussi les étudiants juifs, leur donner ces outils, leur donner ces informations, leur expliquer comment eux-mêmes expliquer, comment eux-mêmes raconter cette histoire qui ne savent finalement pas toujours les nuances et les faits historiques et maintenant aussi présents. Grâce à des personnes qui ont beaucoup de talent et grâce à nous, en fait, à cette équipe de 6-7 jeunes étudiants qui a décidé qu'il fallait faire ça, ça marche, grâce à Dieu. C'est ça qui fait aussi la beauté d'Israël, que tout est possible ici. Ça, c'est Israël. Et ça, je crois que je l'ai compris si je retourne sur mon parcours à l'armée qui a forgé mon identité et ce que je suis au plus profond de moi, c'est ce que j'ai vécu à l'armée. Et après Hebron, j'ai donc été à l'école des officiers. Et après l'école des officiers, j'ai été placée à Tel Aviv. Hebron, Tel Aviv, c'est pas exactement pareil. Et Tel Aviv, c'est du 24 heures sur 24 et c'est un rythme et travailler avec la presse israélienne tout le temps, s'occuper de tout ce qui se passe à l'armée, pas seulement à Hebron, mais dans l'armée, dans la marine, à l'armée de l'air, etc. Et c'est là-bas que j'ai vraiment compris qu'en Israël, très 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 jeune, tout est possible. Tout est possible, tout est changeable, tout est dur, mais tout est possible. Et oui, c'est Diploact, c'est l'histoire de Diploact, parce que les Israéliens comprennent pas trop ce qui se passe en France. Le français, c'est pas comme l'anglais. La plupart des gens ne le parlent pas ici. Et il faut être français. Justement, c'est là où l'identité française est revenue en force. Il faut être français pour comprendre les Juifs de France et cette communauté sioniste et magnifique qu'il faut aider aussi et à qui il faut donner les outils. Et ça a été possible. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette petite fille qui a tellement galéré, qui a pleuré, qui était seule aujourd'hui? Waouh.
Je pensais pas pleurer aujourd'hui, Cathy. D'abord que tout est possible. Et ensuite que ça vaut la peine. Et je le dis à cette petite fille, mais je le dis pas juste à cette petite fille. Je le dis aussi à cette jeune femme mariée aujourd'hui, qui depuis le 7 octobre se pose encore beaucoup de questions sur ce pays. C'est pas facile tous les jours et ce rôle de parler, d'expliquer, c'est fatigant, c'est frustrant. Et donc je me dis à moi-même aussi, à cette petite fille aussi, à ce que je suis aujourd'hui, que ça vaut le coup et que ce pays vaut le coup et que ce peuple a besoin et a le mérite et a le pouvoir et mérite ce pays et mérite cette histoire. Et c'est très 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 dur. Le 7 octobre a vraiment brisé des choses très très basiques auxquelles on croyait. Aussi sur l'armée, il y a beaucoup de questions à se poser, comme je le disais. Une armée que j'aime tellement et qui a finalement pas fait son rôle ce samedi matin. Elle n'a pas été là où elle devait être. Et depuis, elle est là et elle combat. Et donc j'ai envie de dire que ça vaut le coup et qu'on est là pour rester et qu'on va nulle part. Et qu'il faut des gens comme elle, comme cette petite fille qui veulent faire du bien. Et je le dis aussi à toutes les autres jeunes filles. J'ai aussi essayé au début de mes études de créer un programme, j'espère un jour réussir à le créer, qui aide les jeunes filles qui veulent faire l'armée mais qui savent pas trop, les françaises, les francophones, qui veulent faire l'armée mais qui savent pas trop où, comment, quel chemin prendre. Moi j'ai eu beaucoup de chance et je voudrais aussi que ces jeunes filles sachent qu'il y a beaucoup de rôles à l'armée, qu'il y a beaucoup de rôles en Israël et que c'est notre tour à tous et chacun doit trouver la case où lui, dans sa case, peut donner et faire. Et je veux juste dire que ce pays, il est magnifique. Et que les Israéliens, ils sont très durs parfois, mais ils sont eux aussi, nous sommes un peuple qui a des forces incroyables. Et que ça peut marcher, et ça marche souvent. Juste pour finir, parce que tu as versé des larmes à cause de moi, je voudrais que tu nous donnes ta plus belle image de cette guerre depuis le début. C'est le peuple d'Israël. Il y a eu cette vidéo, on voit les tanks de l'armée, des combattants israéliens sur les routes et tout autour des enfants, des gens, les drapeaux d'Israël qui distribuent des bonbons, qui jettent des sandwichs. On voit des soldats attraper les sandwichs et j'ai vu cette vidéo des dizaines de fois. J'en ai pleuré des dizaines de fois et c'est l'image pour moi de ce peuple qui n'a pas peur des longs chemins. Je suis très fière d'être israélienne, je suis très fière de ce peuple et de ce pays et on va gagner.